Le bonheur, est-ce juste une question de chance? Cette question fondamentale nous accompagne depuis des millénaires et continue de diviser philosophes, psychologues et penseurs contemporains. Commençons par examiner l'étymologie du mot bonheur. Il provient de l'ancien français bonne heure, littéralement bonne chance. Cette origine linguistique suggère déjà un lien profond entre bonheur et hasard. Le bonheur est généralement défini comme un état durable de satisfaction, de bien-être et de plénitude. Il englobe la joie, l'amour, la paix intérieure et la réalisation de nos aspirations les plus profondes. Cette question nous amène à examiner l'équilibre délicat entre la chance et l'action personnelle. D'un côté, nous avons les circonstances favorables qui échappent à notre contrôle. De l'autre, notre capacité d'action et nos choix personnels. Le bonheur se manifeste à différents niveaux, du plaisir immédiat aux accomplissements durables, en passant par la contribution sociale et la recherche du bien ultime. Chaque niveau soulève la question du rôle de la chance. La psychologie moderne identifie 6 composantes du bien-être: l'acceptation de soi, les relations positives, l'autonomie, la maîtrise de l'environnement, le sens de la vie et la croissance personnelle. Chacune interroge notre degré de contrôle. Dans cette exploration, nous examinerons différentes perspectives, philosophiques, psychologiques et pratiques. Nous découvrirons comment penseurs anciens et recherches modernes éclairent cette question fondamentale de l'existence humaine. Cette question du bonheur et de la chance nous invite à repenser notre rapport à l'existence. Sommes-nous maîtres de notre destinée ou simples jouets du hasard? Commençons notre exploration par le concept même de chance. La chance se définit comme un événement favorable qui se produit sans intervention humaine, souvent associé au hasard et à la fortune. Explorons comment cette notion influence notre bonheur. La chance représente ces événements favorables qui échappent à notre contrôle direct. Comme un dé qui tombe sur la bonne face, elle peut orienter notre vie dans des directions inattendues. Naître dans un environnement favorable constitue l'une des influences les plus significatives de la chance sur le bonheur. Une famille aimante, un pays en paix, une bonne santé, autant d'éléments qui facilitent l'accès au bonheur sans que nous y soyons pour quelque chose. Les rencontres fortuites et les opportunités inattendues peuvent transformer radicalement notre existence. Un mentor rencontré par hasard, une opportunité professionnelle qui se présente au bon moment, ou une amitié qui change notre perspective. Autant d'exemples où la chance influence directement notre bonheur. L'environnement dans lequel nous évoluons influence profondément notre capacité à être heureux. La stabilité sociale, la sécurité économique, l'accès à l'éducation, tous ces éléments, souvent fruits de la chance géographique et historique, créent un terreau favorable à l'épanouissement. Il est indéniable que la chance exerce une influence significative sur notre bonheur. Ces facteurs chanceux créent des conditions plus ou moins favorables à notre épanouissement personnel. Cependant, une question fondamentale demeure. La chance peut-elle à elle seule définir le bonheur? Si elle influence indéniablement nos conditions de vie, suffit-elle à garantir notre épanouissement? Cette interrogation nous amène à explorer d'autres dimensions du bonheur. Considérer le bonheur uniquement comme une affaire de chance présente des limites importantes qu'il est essentiel de comprendre. Cette approche conduit à une vision passive où l'individu attend simplement que le bonheur lui tombe du ciel, sans prendre d'initiative personnelle. Croire que le bonheur dépend uniquement de la chance revient à nier notre capacité d'action sur notre propre existence. Cela nous place dans un locus de contrôle externe. Un événement chanceux peut créer un pic de bonheur temporaire, mais celui-ci tend à s'estomper rapidement si aucune action personnelle ne vient le soutenir. Il est crucial de reconnaître que nous avons un rôle actif à jouer dans notre propre bonheur. Contrairement à l'attente passive, l'approche active implique des efforts, des choix conscients et des actions délibérées. En conclusion de cette section, nous voyons que la vision du tout-chance limite notre potentiel de bonheur en nous rendant passifs face à notre propre existence. Le bonheur n'est pas quelque chose qui nous arrive par hasard,
mais quelque chose que nous construisons activement. Cette perspective révolutionnaire transforme notre rapport au bonheur et nous donne le pouvoir de façonner notre propre bien-être. Imaginez le bonheur comme un édifice que vous construisez. Chaque action positive, chaque choix conscient, chaque effort pour transformer votre réalité représente une brique dans cette construction personnelle du bien-être. Le principe fondamental de cette approche consiste à transformer les éléments du réel en opportunités. Plutôt que de subir les circonstances, nous apprenons à les réinterpréter et à en extraire des possibilités de croissance et d'épanouissement. La construction personnelle du bonheur repose sur 3 piliers essentiels. Premièrement, l'action. Choisir d'agir plutôt que de subir les événements. Deuxièmement, la volonté. Prendre la décision consciente de poursuivre son bonheur. Troisièmement, l'adaptation. Savoir modifier ses désirs face à l'impossible. Épicure, philosophe de l'Antiquité, nous enseigne que les circonstances extérieures sont négligeables par rapport à notre recherche personnelle du bonheur. Cette vision révolutionnaire place la responsabilité du bien-être entre nos propres mains plutôt que dans les caprices du destin. Visualisons cette transformation. Au début, nous pouvons avoir l'impression que notre bonheur dépend principalement des circonstances extérieures. Mais en développant notre capacité de construction personnelle, nous reprenons progressivement le contrôle. Observez comment, en développant nos compétences de construction personnelle du bonheur, nous passons d'une dépendance aux circonstances externes à une maîtrise croissante de notre bien-être. Cette transformation ne se fait pas du jour au lendemain, mais représente un processus d'apprentissage et de croissance personnelle. Cette pyramide du bien-être illustre parfaitement la nature constructive du bonheur. Chaque niveau se bâtit sur le précédent, nécessitant un effort conscient et méthodique. Le bonheur au sommet n'est pas le fruit du hasard, mais l'aboutissement d'une construction personnelle délibérée. En conclusion de cette section, retenons que le bonheur comme construction personnelle nous transforme d'observateurs passifs en architectes actifs de notre bien-être. Cette perspective nous donne le pouvoir et la responsabilité de façonner notre propre félicité, indépendamment des caprices du hasard. 3 grands philosophes ont développé des visions distinctes du bonheur, chacune apportant un éclairage unique sur cette question fondamentale de l'existence humaine. Emmanuel Kant, philosophe allemand du XVIIIe siècle, développe une vision particulièrement complexe du bonheur. Pour lui, le bonheur représente un idéal de l'imagination plutôt qu'une réalité accessible par la raison pure. Selon Kant, le bonheur est un concept si subjectif et variable qu'il devient impossible de le définir de manière universelle. Chaque individu possède sa propre conception du bonheur, rendant toute formule générale inadéquate. Kant distingue clairement le bonheur du devoir moral. Tandis que la morale repose sur des principes rationnels universels, le bonheur demeure dans le domaine de l'empirique et du particulier, échappant ainsi à toute systématisation rigoureuse. Épicure, philosophe grec de l'Antiquité, propose une approche radicalement différente. Il définit le bonheur comme l'ataraxie, c'est-à-dire l'absence de troubles et de douleurs, combinée à la présence de plaisirs authentiques. La philosophie épicurienne repose sur la distinction fondamentale entre les plaisirs. Les plaisirs kinétiques, liés au mouvement et à l'action, sont temporaires. Les plaisirs katastématiques, liés à l'absence de douleur, constituent le véritable bonheur. Pour Épicure, le bonheur s'atteint par la modération et la sagesse. Il ne s'agit pas de fuir tous les plaisirs, mais de savoir les choisir selon leur capacité à procurer une satisfaction durable sans engendrer de souffrance. Aristote, disciple de Platon, développe une conception du bonheur comme eudaimonia, c'est-à-dire l'épanouissement de l'être humain dans l'excellence de ses capacités. Le bonheur devient l'activité de l'âme en accord avec la vertu. La doctrine aristotélicienne du juste milieu est centrale à sa conception du bonheur. Chaque vertu représente un équilibre entre 2 extrêmes vicieux, l'excès et le défaut. Le bonheur résulte de cette recherche constante d'équilibre. Cependant, Aristote reconnaît une limite fondamentale. Le bonheur demeure l'otage de la fortune. Les circonstances extérieures échappant à notre contrôle
peuvent compromettre notre épanouissement malgré nos efforts vertueux. Ces trois perspectives philosophiques révèlent la richesse et la complexité de la notion de bonheur. Kant souligne son caractère insaisissable par la raison. Épicure propose une méthode pratique d'atteinte, tandis qu'Aristote en fait un idéal d'excellence humaine tempéré par la réalité du monde. Cette diversité philosophique démontre qu'il n'existe pas une seule définition du bonheur, mais plutôt des approches complémentaires qui enrichissent notre compréhension de cette aspiration universelle de l'humanité. La psychologie positive représente un tournant majeur dans notre compréhension du bonheur. Cette approche révolutionnaire nous montre que nous ne sommes pas simplement victimes des circonstances, mais acteurs de notre propre bien-être. Martin Seligman, pionnier de la psychologie positive, a révélé une lacune fondamentale dans la psychologie traditionnelle. Pendant des décennies, la discipline s'est concentrée uniquement sur la réduction du malheur et le traitement des troubles mentaux. Seligman a constaté que cette approche permettait de rendre moins malheureux des gens malheureux, mais avait complètement oublié de créer des traitements qui rendent les gens véritablement heureux. C'est ainsi qu'est née la psychologie positive. La psychologie positive étudie de multiples domaines interconnectés. Elle examine le bien-être psychologique, les émotions positives, la créativité, les forces personnelles et la résilience. Cette approche holistique montre que le bonheur n'est pas un accident, mais le résultat de facteurs que nous pouvons cultiver. Les philosophes de toutes les époques s'accordent sur un point fondamental. Nous avons une certaine responsabilité dans notre bonheur ou notre malheur. Cette responsabilité n'est pas totale, mais elle est significative. Cette échelle illustre l'équilibre entre chance et responsabilité personnelle. Environ 70% de notre bonheur dépend de nos actions, nos choix et notre attitude face à la vie. La psychologie positive nous montre des actions concrètes que nous pouvons entreprendre pour cultiver notre bonheur. Ces stratégies prouvent que le bonheur n'est pas seulement une question de chance, mais le résultat d'efforts conscients et de choix délibérés. En conclusion de cette section, la psychologie positive révèle une vérité fondamentale. Le bonheur n'est pas simplement une affaire de chance. C'est un état que nous pouvons activement construire grâce à notre volonté, nos actions conscientes et notre engagement à cultiver le bien-être dans notre vie quotidienne. Examinons 3 exemples concrets qui illustrent comment le bonheur ne dépend pas uniquement de la chance, mais aussi de notre capacité à transformer les circonstances. Premier exemple, une personne née sans jambes. Cette circonstance, apparemment défavorable, peut être transformée en source de motivation et de dépassement de soi. L'athlète paralympique transforme son handicap en opportunité. Le sport devient un moyen d'accomplissement personnel et de bonheur, démontrant que l'action prime sur les circonstances de naissance. Deuxième exemple, gagner au loto. C'est un cas de bonheur directement lié à la chance, mais qui illustre les limites du bonheur basé uniquement sur des circonstances extérieures. Le gain au loto procure un bonheur immédiat et intense, mais souvent temporaire. Si les autres aspects de la vie, relations, santé, sens, ne sont pas satisfaisants, ce bonheur s'estompe rapidement. Troisième exemple, la philosophie stoïcienne, illustrée par Épictète. Les stoïciens enseignent l'indépendance face aux circonstances extérieures et la recherche de la tranquillité d'esprit. Selon les stoïciens, le bonheur véritable vient de se concentrer uniquement sur ce que nous pouvons contrôler, nos pensées, nos actions, nos réactions, tout en acceptant sereinement ce qui échappe à notre influence. Ces 3 exemples illustrent la diversité des facteurs qui influencent le bonheur. Qu'il s'agisse de transformer un handicap, de relativiser un gain de loterie ou d'adopter une philosophie stoïcienne, tous montrent que notre attitude et nos actions jouent un rôle déterminant dans notre bien-être. En conclusion, le bonheur révèle sa véritable nature, une notion d'une complexité remarquable qui défie toute simplification excessive. La chance, certes, peut offrir des opportunités précieuses et faciliter notre accès au bonheur. Cependant, elle demeure insuffisante pour le garantir de manière durable. Le bonheur s'avère être avant tout une construction personnelle, un édifice que nous bâtissons grâce à notre capacité d'action sur notre propre existence.
Cultiver des relations positives constitue un pilier fondamental de notre bien-être, créant un réseau de soutien et de connexions humaines enrichissantes. L'équilibre entre nos désirs et la réalité représente un art délicat, nécessitant sagesse et adaptation pour harmoniser nos aspirations avec les contraintes du monde réel. En définitive, le bonheur se révèle être un mélange subtil et harmonieux entre la chance qui nous sourit et les actions que nous entreprenons consciemment pour façonner notre destinée.